Alors nous inaugurons ce soir la deuxième saison, en quelque sorte, de ces petites conférences consacrées aux questions culturelles, qui sont d'une actualité tout à fait brûlante. On voit bien que notre monde aujourd'hui est parcouru de plus en plus par des tensions interculturelles, et il faut prendre le temps de s'arrêter, essayer de comprendre comment ça fonctionne, et éventuellement y remédier si les tensions deviennent trop fortes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans le maelstrom, et l'interculturalité pose des questions tous les jours de plus en plus graves au niveau local, bien entendu, au niveau national et au niveau international. Et donc je me suis simplement demandé, à niveau de précarité équivalent, qu'est-ce qui peut fabriquer des différences dans les niveaux de raisonnement, dans les types de raisonnement. Et j'en suis arrivé donc à l'idée que ce qui distingue un village burkinabé d'un village chinois ou d'un village indien, c'est que les modalités d'accès au savoir ne sont pas les mêmes. Et que donc peut-être la modalité d'accès au savoir serait un outil pertinent de lecture des comportements pour essayer de comprendre des tensions, des incompréhensions qui ne sont jusque-là pas du tout éclairées par les premiers outils que j'avais imaginés. Et ça nous a donné donc cette idée, on va essayer de réfléchir un peu là-dessus, de la tradition orale à l'écriture. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors pour ça, l'idée de base est de dire, fabriquons une grille basée sur une idée, les modalités privilégiées d'accès au savoir. Voilà, c'est un outil que je fabrique comme tous les autres. Comme les outils traditionnels qu'on me propose ne m'éclairent pas, je fabrique ceux qui m'éclairent le monde. Voilà, c'est une démarche extrêmement pragmatique et très très simple. Fabriquons les outils qui répondent aux questions que je me pose et qui ne trouvent pas de réponse dans les outils existants. Alors voilà, je me suis dit, accès au savoir, qu'est-ce que ça donne ? Première modalité d'accès au savoir, quand on regarde bien l'évolution des hommes ou d'un homme, première modalité d'accès au savoir, d'après vous, c'est quoi ? Le son, et quasiment en même temps, la vue, le toucher, oui, les sens. Donc il y a quelque chose qui est intéressant à voir, qui est de dire, et si un groupe ne fonctionnait que sur les 5 sens, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors ça n'est pas à première vue d'un intérêt fou, puisqu'aucun groupe culturel, pour le moment, ne fonctionne que sur les 5 sens. Les seuls qu'on a à notre portée qui nous permettent de nous renseigner sur ce que ça fabrique, c'est tout simplement nos enfants, tout petits. Le nourrisson fonctionne avec les 5 sens. Et comment ça fonctionne un nourrisson sur les 5 sens ? En gros, par rapport à l'environnement, ça repère quoi ? Ça repère ce qui lui est favorable ou défavorable. Ça essaye plus ou moins de se rapprocher de ce qui est favorable, le sein de la maman, et puis de s'éloigner de ce qui lui est défavorable, trop chaud, trop froid, voilà. Quelle est la capacité du gamin à agir sur le monde ? Quasiment rien. Et ça, du coup, ça m'a rappelé que l'humanité passait par cette phase-là. D'ailleurs, un cinéaste français a eu le culot de faire un film là-dessus. Si vous vous en souvenez, le seul film qui a été fait sur ce sujet-là, mais en prenant l'histoire ancienne, la guerre du feu. Vous savez, la guerre du feu, c'est une tentative extraordinaire de description de la société avant qu'on ne sache parler. Et il y a pour moi une séquence qui résume très très bien la problématique d'une société strictement basée sur les 5 sens. C'est lorsque les 3 héros, 2 hommes et une femme, à la recherche du feu, sont d'un coup poursuivis par un tigre aux dents longues. Et si vous vous souvenez de ce film qu'on ne voit pas souvent, et c'est bien dommage parce qu'il est très intéressant, que font ces 3 personnages poursuivis par un tigre ? Vous vous souvenez ? Ils montent dans un arbre. Ils n'ont pas d'outils, pas d'armes, c'est avant tout ça. Hein. Donc ils montent dans un arbre, et puis le tigre est en bas, ils sont tous les 3 à l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font dans l'arbre ? Ils attendent. Ils attendent que le tigre s'en aille. Leur capacité à agir sur le monde est nulle. Donc ils sont là dans un sentiment d'impuissance complet. Ils espèrent que des événements extérieurs viendront les délivrer. Alors c'est vrai qu'actuellement, en 2015, quand j'entends des commentaires, je revois souvent les gens dans l'arbre. Quand on m'explique qu'on n'y peut rien, il faut attendre que la conjoncture s'améliore. On est donc dans l'arbre, on attend que le tigre s'en aille. Et on est revenu quelque part à une espèce de monde dans lequel le sentiment d'impuissance est tout à fait partagé, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et je trouve, moi, que finalement, la guerre du feu est une très bonne description de la situation actuelle. Avec des hommes complètement pétris du sentiment d'impuissance, on n'y peut rien.
Alors ensuite, ça nous donne donc cette idée, l'homme est objet de son histoire et pas acteur. Et je fais un parallèle, bien sûr, entre l'homme probablement avant l'Homo sapiens et puis les nourrissons. Quelque part, c'est un parallèle qui me paraît recevable au plan du comportement et du rapport à l'autre notamment, et du rapport au monde. Après, il va se passer évidemment quelque chose d'important. Après les 5 sens, quelle va être la modalité d'accès au savoir privilégiée? Évidemment, la parole. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez des tas de groupes aujourd'hui qui n'accordent de véritable importance qu'à la parole. Alors ceux qui nous embêtent tous les jours, on les appelle les Roms, mais c'est un groupe qui fonctionne sur la parole. Et pour bien comprendre les difficultés que nous avons avec les Roms, il y a intérêt à se mettre dans la posture de celui qui ne fonctionne que sur la parole pour essayer de comprendre comment ça fonctionne comment dans la tête. Alors de façon moins caricaturale, mais en réalité tout aussi profonde, les populations d'Afrique noire sont à mettre dans cette catégorie-là. Et puis une population qu'on ne cite pas, mais qui est exactement dans cette caractéristique-là, ce sont les gens originaires d'Albanie. Parce que la langue albanaise, l'idée de la mettre par écrit a été émise pour la première fois en 1912. Et la première grammaire albanaise est publiée en 1972. Donc on est dans une langue qui est en train de basculer vers l'écrit, mais pour ce qui est des réflexes collectifs, on est encore dans un monde d'oralité. C'est très amusant parce que quand je me suis promené dans les rues de Tirana, à 2 heures d'ici, en plein cœur de l'Europe, j'avais l'impression d'être à Pointe-Noire, au Congo. Il y avait que le taux de mélanine dans la peau des gens, mais à part ça, les comportements étaient rigoureusement les mêmes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ça nous concerne de façon très très proche. Nous avons dans notre société contemporaine aujourd'hui quantité de gens qui se réfèrent encore très fortement simplement à la parole. Alors, il faut hypertrophier le schéma. Vous connaissez maintenant pour la plupart un peu ma façon de travailler. Je prends un paramètre, puis je l'hypertrophie, je le grossis comme s'il était unique pour montrer qu'est-ce que ça a tendance à fabriquer. Les modulations, les minorations, les nuances, on les met après. Quand je suis dans un monde de parole, et strictement de parole, où est-ce que je stocke l'information? Dans la mémoire, c'est-à-dire par rapport à l'individu, à l'intérieur de l'individu. Tout le savoir est à l'intérieur de l'individu. Ça va donner une structure de pensée et une structure sociale absolument particulière. Tout le savoir est dans les cerveaux. Il n'y a rien à l'extérieur. Première conséquence, bien sûr, quand je suis dans ce monde-là, je vous en prie, Madame Wynne, il y a de la place. Vous attendiez que je vous annonce, c'est ça? Oui. Je vous reconnais là, bien sûr. Et donc, quand on est dans un schéma de ce type-là, tout le savoir est à l'intérieur des hommes. Et donc, si on veut accéder à une information quelconque, à quoi est-on condamné? À parler à quelqu'un. Et donc, la tradition orale impose la relation comme une obligation sociale. Ne pas en déduire que les gens de tradition orale s'aiment tous les uns les autres. Non, simplement, la relation est une obligation, parce que c'est le seul moyen d'acquérir une information. À partir de ce moment-là, il va se mettre en place tout un tas de dispositifs. Le premier d'entre eux, c'est que, bien sûr, la capacité de chaque individu d'avoir accès à l'information va être directement indexée sur sa capacité à entretenir des relations sociales. Il y a un parallèle exact. Plus j'ai de relations sociales, plus je peux accéder à une information. La société devient une sorte de gigantesque thésaurus. Et donc, dès que j'ai une information, il faut que j'aille demander à X, à Y, etc., etc. Parmi les conséquences qu'il y a dans ce mécanisme-là, c'est que si jamais on se brouille avec quelqu'un, non seulement on se brouille avec quelqu'un, mais on perd un accès au savoir. Et ça, c'est tout à fait redoutable. Il ne faut pas que ça arrive. Alors, tous les peuples de tradition orale que j'ai pu côtoyer ont développé tous les mêmes stratégies pour éviter que ça arrive. C'est quoi les stratégies? C'est en gros l'interdiction de prononcer les mots symboles de rupture. Quel est le premier mot symbole de rupture? Non. Et donc, dans un groupe de tradition orale, on ne dit jamais non. On dit toujours oui, mais avec des nuances. Une amie malgache me disait un jour, dans ma langue, j'ai 7 façons de dire oui, dont 3 veulent dire non. Et je trouvais que c'est une formule absolument magnifique. Et ça décrit bien exactement la chose. Donc, on ne peut pas dire non, on va être obligé de varier entre le oui et puis le oui, bon.
Celui qui est dans ce groupe-là ne se fait pas du tout avoir. Il aura bien compris que ce qui compte, c'est la tonalité du oui et pas le phonème lui-même. Il l'aura bien compris. Celui qui vient de l'extérieur et il n'a pas compris ça, il dit mais il m'a dit oui. Et puis il ne le fait pas. Ce n'est pas quelqu'un de parole. Il dit, t'as pas dit oui, tu as dit oui. Et là, il faut bien voir qu'un très grand nombre, notamment de projets de développement ou de situations menées par les travailleurs sociaux, connaissent de très grandes difficultés, y compris, il n'y a pas besoin d'aller loin ici, dans la plaine du Lys, parce qu'un travailleur social qui n'aurait pas été mis au courant de ça, il va poser une question à une famille quelconque. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer? Oui. Et puis il s'aperçoit un mois après, 2 mois après, que la famille n'a rien compris du tout. Et donc là, on a quelque chose de tout à fait lourd qui pèse de façon très importante sur le regard que l'on porte sur l'autre, parce qu'à partir du moment où on a entendu le oui, on croit qu'il a dit oui, et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, alors on commence à avoir une image négative de l'autre. Et les systèmes commencent à se dégrader très très vite. Il y a des langues qui sont allées très très loin. Quand nous étions au Vietnam avec Brigitte, on s'est aperçu que le vietnamien faisait partie des langues dans lesquelles le mot non n'existe pas. Il ne risque pas de vous dire non, il n'y a pas le mot non. Oui, en Inde aussi, en Chine aussi, il y a plusieurs langues comme ça dans lesquelles il est impossible de dire non. Ça n'est évidemment pas le hasard. Or là, évidemment, vous avez quantité, je donnerai des exemples tout à l'heure, de programmes de développement qui démarrent sur ces bases-là et qui, au bout de 5-8 ans, aboutissent à des impasses totales parce que les gens ont cru qu'on leur disait oui, sous prétexte qu'ils avaient entendu le mot oui. Alors je vous signale qu'au passage, je me suis aperçu qu'il y a des groupes qui poussaient très très loin cette interdiction de prononcer les mots symboles de rupture, au point que dans beaucoup de langues, il n'y a pas les salutations terminales. Le au revoir et merci n'existe pas. Alors évidemment, c'est extrêmement surprenant. Et au début, je me dis, c'est pas possible, je fais quelque chose, le type, il ne me remercie même pas. Et donc j'étais moi-même assez scandalisé, choqué, je fais quelque chose pour quelqu'un, il ne me remercie pas, comment ça se fait, etc. Et puis quand ça se fait à un endroit, 2 endroits, 3 endroits, 4, 5, 6 dans le monde, vous êtes après obligé de dire, bon, il y a quand même un truc, quoi. C'est pas par hasard, les gens ne sont pas mal élevés, ça n'existe pas, ça. Jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte que, en fait, j'avais une vision beaucoup trop étroite de cette salutation terminale. Parce qu'en réalité, quand vous voulez virer quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous le remerciez. Et j'avais oublié ça. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans plein de langues, il n'y a pas merci. Parce que merci, ça veut dire c'est fini. Et là aussi, j'ai croisé des travailleurs sociaux, pas au courant de ces choses-là, et qui finissent par avoir une image très négative de telle ou telle famille, qui croient que tout leur est dû, qui ne remercient jamais, etc. Je dis, mais attendez, dans leur langue maternelle, ça n'existe pas, ça. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain faire comme si ça existait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les laisser continuer. Ça veut bien dire qu'il y a un travail d'éducation à faire parce que les codes ici exigent qu'on dise merci. Donc là, on voit qu'il y a déjà 2 types de travaux qui sont à faire. Il y a accepter l'autre et les raisons pour lesquelles il a un comportement de ce type-là. Puis il y a un deuxième travail tout aussi important qui est de l'amener maintenant vers le respect des codes du contexte dans lequel il est maintenant installé. Je dis souvent aux travailleurs sociaux que je forme, vous avez 2 choses à faire. Aller chercher les gens là où ils sont pour les amener là où on souhaite qu'ils soient des citoyens de la République française. Mais il faut faire les 2. Si vous n'acceptez pas le point de départ, il y a un carton tout de suite. Et si vous ne les amenez pas là où ils devraient être, vous faites du communautarisme. Dans les 2 cas, on a perdu. Donc il faut que tous les travailleurs sociaux soient bien conscients de ces 2 dimensions qui sont inhérentes à ce mécanisme-là, qui fait que dans plein de langues, bah oui, à la fois on ne dit jamais non et en plus on ne dit pas merci. Alors évidemment, ça peut être un peu compliqué. Alors, ça nous donne ces obligations relationnelles avec cette notion de ne pas dire non, ce qui veut dire aussi que dans ce cas-là, si vous voulez avoir des renseignements intéressants, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est poser une question fermée. Est-ce que vous connaissez déjà la réponse? Ça ne correspond à rien. Alors, si par hasard vous êtes dans une campagne électorale et que vous voulez prouver que vous êtes bien vu par les habitants, par contre, c'est très bien. Vous faites faire un grand questionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique menée par... Si vous posez ce genre de questions, c'est bon. Tout le monde répond oui. Et parfois, j'ai vu dans des collectivités locales, des maires me donner un gros document disant en attendant de votre venue, on a fait faire une enquête dans tel quartier qui vous montre des tas de choses. Alors je regarde le document, il y a effectivement 100 questions fermées qui ont été posées à des gens dont à peu près aucun ne sait vraiment lire et écrire.
Alors ça donne un document très joli en quadrichromie avec des polygones de fréquence, des camemberts et des machins, des trucs, mais aucune question n'est pertinente. Elles sont toutes fermées. Vis-à-vis de populations dont on se sera assuré professionnellement qu'elles sont effectivement dans le monde de la parole. Et là, évidemment, il y a soit de l'ignorance, qui est très fréquente du côté de ceux qui sont responsables de tout ça, soit des tentatives de manipulation et d'instrumentalisation, bien entendu. Bien entendu. Donc ces mécanismes-là sont des mécanismes extrêmement lourds, qui vont être compliqués par une petite chose. C'est lorsque vous êtes dans des schémas d'oralité, eh bien, on a un très grand nombre d'informations en mémoire, bien entendu. Et comme on a un très grand nombre d'informations en mémoire, parce qu'on a tout mémorisé, eh bien, on procède à ce que j'appelle la gestion instantanée d'un nombre inconnu d'informations. Gestion instantanée d'un nombre inconnu d'informations, finalement, c'est quoi ça? C'est la définition de quoi? Gestion instantanée d'un nombre inconnu d'informations. Moi, j'ai choisi d'appeler ça intuition. Cette capacité à tirer un enseignement très rapide d'un très grand nombre de signaux faibles que l'on a devant soi. On rentre dans le bureau de quelqu'un, à la façon dont il nous regarde ou pas, dont il nous sourit ou pas, il se lève ou pas, il arrête de téléphoner ou pas, il pose son crayon, il vient nous voir, etc. Avec toutes ces informations, on en déduit deux choses. Dans quel état d'esprit cette personne est vis-à-vis de moi? Secondairement, qu'est-ce qu'il serait souhaitable que je lui dise pour m'attirer ses bonnes grâces? Alors ça, c'est évidemment un piège terrible, notamment dans nos services administratifs. Parce que la personne qui rentre dans un service administratif va d'abord s'adapter à ce qu'elle comprend de l'autre. Et demander quoi? Demander une chose qui fait plaisir à la personne à qui on la demande. Comme vous, quand vous rentrez dans un bureau et vous avez en face de vous quelqu'un qui a la gueule en biais, vous allez commencer par essayer de le faire rire, en vendant une vanne, je ne sais pas quoi, etc. Et bien la tradition orale, ils font pareil. C'est-à-dire qu'ils commencent par demander quelque chose qui fait plaisir à celui à qui on demande. Et du coup, je vois dans les services, il y a plusieurs services dans lesquels on a travaillé dans la banlieue nord de Paris, où les gens s'aperçoivent qu'ils passent un temps fou à répondre à des demandes qui n'en sont pas. Alors ils instruisent des dossiers, ça va leur prendre 3 mois, puis ensuite la personne revient, on lui montre le dossier, et elle le regarde avec un œil un peu distrait. C'est quoi ça? C'est ce que vous m'avez demandé. Ah ouais, bon. Elle n'avait pas demandé du tout. Elle avait simplement fait plaisir à celui qui la recevait. Alors ça joue à tous les niveaux. Ça prend un temps fou dans nos administrations et dans nos organismes. Au plan local ou international, c'est la même chose, parce qu'on ne sait pas du tout interpréter la première demande, qui n'est qu'une entrée en relation et qui n'a aucune valeur sur le fond. Un des exemples qui nous avait un peu amusé, c'est qu'en 1996, le Vietnam avait fait acte de candidature pour intégrer le champ de la francophonie. Alors nos dirigeants, encore avec Dien Bien Phu dans la tête, pas très très loin, se disaient, ça y est, ils reviennent quand même. Donc il faut qu'on envoie une équipe de Français, de diplomates, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Vietnam, pour les remercier de vouloir réintégrer le champ de la francophonie. Donc on a envoyé une escouade de crânes d'œufs à Saïgon. Ils n'ont rien trouvé, ils ont visité toute la côte, Nha Trang, Da Nang, Hue, puis ils ont terminé à Hanoï. Et là, un jour, on leur a fait visiter un grand hôpital, et à un moment, il y avait une espèce de réduit infect qu'on leur a présenté comme étant ce qui tenait lieu de cuisine. Alors, que fait un Français quand dans un hôpital, on lui montre un coin infect qui tient lieu de cuisine? Première réaction, c'est pas possible, ça. Alors, comment ensuite ça s'est passé? J'en sais rien, j'étais pas là. Hypothèse A, ils ont dit aux Vietnamiens, ça, des cuisines pour un hôpital? Non, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous rénove les cuisines? Qu'ont répondu les Vietnamiens? Oui, il n'y a pas de non. C'est hypothèse A. Hypothèse B, les Français n'ont rien dit, ils ont simplement fait les cuisines, ça. Les Vietnamiens, très intuitifs, évidemment, ils en ont conclu quoi? Que ça ferait plaisir aux Français qui leur demandent des cuisines. Donc ils ont dit aux Français, est-ce que vous voulez nous refaire les cuisines? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais dans l'un et l'autre cas, le résultat est le même. L'équipe est rentrée en France, a lancé un appel d'offres international, remporté par une entreprise française, mais c'est normal parce qu'en matière de cuisine, qui connaît quelque chose quand même? Il faut quand même être sérieux. Il n'y a guère que nous qui connaissons quelque chose en matière de cuisine. Alors l'entreprise française a sous-traité à hauteur de 70% tous les premières œuvres. Donc les Vietnamiens étaient ravis de voir arriver du boulot. Donc ça s'est construit. Quelques mois après, on inaugure en grande pompe avec le ministre français de la francophonie,
amitié indéfectible franco-vietnamien, flonflon, marseillaise, ruban rouge, tout le bazar. Et on inaugure tout ça avec les zones tièdes, les zones froides, les zones pâtisserie. On se met un slip sur la tête avant de rentrer. C'est estampillé Norme Nef, ISO 9000, ISO 14. Tout, très bien. Il y a vraiment alors, tout est parfait. On remet le ministre dans l'avion. Et puis quelques semaines après, nous repassons avec Brigitte à Hanoï. On n'était pas du tout au courant de cette affaire-là. Et les copains de Médecins sans frontières nous disent, mais vous devriez aller visiter les cuisines du Grand Hôpital d'Hanoï. Hein. C'est les plus belles cuisines du sud-est asiatique. Hein. Il y a les zones tièdes, les zones froides, les zones chaudes. On se déguise en cosmonaute avant de rentrer. C'est estampillé Norme Nef, ISO 14000. Tout c'est nickel. C'est de très loin les plus belles cuisines du sud-est asiatique. Et tout est encore sous housse. Et les familles continuent de nourrir les malades, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas de cuisine. Et ça, c'est les fameux éléphants blancs qu'on retrouve partout, qui sont la plupart du temps issus de mécanismes de ce type-là. On a posé une question fermée, ils ont répondu oui, on est parti. Et c'est n'importe quoi, quelquefois. Absolument n'importe quoi. Dans le livre d'Éric Orsena sur le Mali, il raconte une très belle chose comme ça, hein, où une collectivité locale faisait de la coopération décentralisée avec une ville du Mali. Et évidemment, au bout d'un moment, il en a été décidé qu'il fallait absolument équiper cette ville d'un échangeur routier à plusieurs niveaux, qui a été construit par la ville partenaire en France, bien sûr. Alors, c'était très bien, bon, sauf que c'est un village dans lequel il n'y a pas de route qui arrive. Il y avait quand même un échangeur au milieu avec les chèvres qui se baladaient là-haut. Et bon, le fait que le maire de la ville en question soit également patron d'une société trop publique n'a sûrement joué aucun rôle, mais des mécanismes comme ça, il y en a absolument tout le monde. Ils ont dû dire, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un échangeur? Les gars, ils ont dit oui. On ne dit jamais non. Donc ça fait comme ça des quantités d'éléphants blancs. Jean-Louis en connaît un paquet sur le sujet, probablement il pourrait nous en raconter plein, qui sont faits comme ça, dans des conditions à peu près de ce type-là, en règle générale. Maintenant, la question qui va se poser, c'est une fois qu'on a cette disposition, la grande question qui se pose aux traditions orales, c'est comment on gère la mémoire collective. Parce que rien n'étant mis par écrit, il y a des problèmes, des probabilités de déperdition absolument gigantesques. Alors, toutes les sociétés orales s'organisent pour limiter les déperditions. Et ce qui est intéressant, c'est que les techniques qu'elles utilisent les unes et les autres sont très très semblables. En gros, j'en ai repéré 4 qui me paraissent dominantes. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas repérées, bien entendu. Elles ne sont pas toutes présentes au même endroit, mais il y en a 4 grandes qui me paraissent utiles à vous réexpliquer, d'autant que vous pouvez très bien les retrouver par la simple logique. Je compare ça à ce qui se passe lorsque, au mois de mai, vous décidez de faire un grand nettoyage de printemps, et donc vous décidez de vider le garage, parce que ça ne sert à rien d'avoir un garage avec le tas de merdier il y a 2 ans, que vous ne pouvez même plus mettre la voiture dans le garage. Ça ne sert à rien dans un grenier, parce que depuis le décès de la tante Mélie, il y a des vieux machins qui encombrent le grenier, on ne peut plus rien faire. Et quant à l'empantie du jardin, c'est un tel merdier que vous vous souvenez bien avoir acheté une bêche il y a 3 mois, mais jamais retrouvé, vous êtes obligé d'en acheter une autre. Bon. Et donc vous sortez tout ça dans l'hypothèse de réduire cette fatras gigantesque pour le faire tenir simplement dans l'appentis du jardin, pour récupérer l'usage de la cave et du grenier. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous allez commencer par faire? Mais pour jeter, il faut trier. Alors le savoir oral est trié. Et il est trié en fonction d'une clé, qui est la clé la plus simple. Quelle va être la clé? L'utilité sociale. On est dans un monde relationnel, c'est donc l'utilité sociale. Et les gens vont diviser le savoir dont ils sont porteurs en 2. Vous avez le savoir socialement utile, qui va être mis dans une mémoire estampillée à transmettre. Jusque-là, pas de problème, vous connaissez, c'est la mémoire que vous utilisez tous les jours, c'est celle que je suis en train d'utiliser en parlant ce soir. Ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est le savoir considéré comme socialement inutile. Alors celui-là, on en fait quoi? On en fait quoi? Vous savez jeter, vous? Vous savez oublier volontairement? Sur l'expo, sur la mémoire, il y a des choses là-dessus. Est-ce qu'on peut oublier volontairement? Pas simple. En général, plus on veut l'oublier, plus il est présent d'ailleurs. Hein. Alors, qu'ont fait les sociétés de tradition orale? Tout simplement, elles ont en quelque sorte constitué une deuxième mémoire, c'est comme ça que moi je le nomme, estampillée à ne pas transmettre. Et donc, il y a plein d'informations qui sont en mémoire
mais que les gens ne vous donneront jamais. Pour une raison très simple, ils considèrent que c'est socialement inutile. Et donc, on gênerait, on saturerait la mémoire collective que de laisser circuler des informations qui n'ont pas d'utilité sociale. Donc la deuxième mémoire, voilà, c'est les informations socialement inutiles à ne pas transmettre, à taire. Ça peut pouvoir être bizarre, comme nous sommes tous originaires à l'origine de tradition orale, on arrive à retrouver, il y a chez nous tous, des traces de cet élément-là. Vous vous souvenez, votre grand-père Joseph? En fait, il couchait avec la bonne. Et alors, Marie-Joséphine, cette femme au statut indéfini, qui était dans toutes les réunions de famille sans que vous sachiez réellement qui c'était. Vous n'avez pas demandé aux parents, mais c'est qui m'a dit... On voulait des C'était la fille que le grand-père Joseph a eue avec la bonne. Vous voyez, toute votre vie s'éclaire soudain. Bon. Ça, c'est les secrets de famille. C'est les derniers éléments qui sont soumis à ce statut-là dans notre société. Il n'y a presque plus que ça. Dans la tradition orale, il y a énormément d'informations qui sont soumises à ce statut, auquel nous n'avons pas accès. Les exemples typiques, 3 gamins restent dans une cour de récréation, restent dans la salle pendant la récréation, un ordinateur est pété, l'instituteur revient, c'est qui a pété l'ordinateur? Alors pour les 3 gamins, est-ce que c'est une information socialement utile à délivrer? Donc au moment où le phénomène se sera passé, l'information sera aiguillée dans la mémoire à ne pas transmettre. Ne croyez pas que les gamins aient besoin d'en avoir conscience. C'est rentré automatique. La clé elle est à l'entrée et hop, les informations sont envoyées comme ça, dans une mémoire et dans l'autre. Vous n'avez pas accès. Et le gamin, je vais être jusqu'au bout, mais il ne vous ment pas. Il ne sait pas. Pas plus que si on vous questionne sur les turpitudes du grand-père Joseph, vous allez l'étaler sur le marché, vous n'allez rien dire non plus. Et vous ne mentez pas. Non, simplement vous êtes chargé de ne pas le dire. Mais c'est le même mécanisme. Mais il comporte des informations multiples. Il y a un périmètre très très grand d'informations comme ça. Alors là aussi, quand quelqu'un a besoin, un acteur social quelconque a besoin d'une information et qu'il pose la question et il se heurte à cette non-réponse, immédiatement, les jugements négatifs prennent de l'ampleur. Et on va avoir là des tensions complètement inutiles qui se développent. Ça, c'est le premier élément lié au tri. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a trié, il y a encore trop d'informations. Alors pour que ça tienne dans la partie du jardin, notre petit bazar, alors qu'est-ce que vous allez faire? Une fois qu'on a trié, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça c'est fait. Jeter, trier. Non, on va ranger. Alors le savoir oral est rangé. Mais il est rangé de façon tout à fait précise. Ça veut dire quoi ranger? C'est pour qu'on puisse le retrouver. Alors les mécanismes de rangement sont notamment de l'ordre de la mnémotechnie. Et toute la tradition orale utilise énormément les formes mnémotechniques pour faciliter la mémorisation, bien entendu, pour qu'on puisse le retrouver, qu'on puisse l'utiliser. Alors il y en a plein, l'une des formes mnémotechniques qui a été utilisée par à peu près tous les peuples de la Terre, que l'on retrouve dans tous les grands textes fondateurs, c'est les systèmes qui sont on pourrait dire en domino ou en tuiles. Avant de partir à la guerre, le roi rassemble ses armées rassemblées, il part sur le champ de bataille, arrivé sur le champ de bataille, il se met en ordre, etc., etc. Quand vous regardez bien tous les grands mythes, ils sont tous rédigés comme ça. Parce que tout simplement, ces grands mythes ont été, pendant longtemps, transmis exclusivement par oral, donc avec des obligations de mémorisation. Ça facilite énormément la mémorisation. Il y a d'autres systèmes, bien entendu, il y en a plein. Il reste des jeux d'enfants chez nous qu'on utilise encore beaucoup. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, c'est issu de tout ça. Vous avez des chefs-d'œuvre absolus de la mnémotechnie, qui est la seule chose qui résiste à Alzheimer, les conjonctions de coordination. Ça, je pense que c'est la seule règle de grammaire que l'instituteur n'a pas besoin de répéter 2 fois. Par contre, celui qui a rédigé la règle d'accord des participes passés placés après l'auxiliaire avoir a été beaucoup moins bon. Là, ça en a quand même beaucoup plus de peine. Moi, j'ai essayé d'épouser une prof de français pour régler le problème. Ça n'a pas été terrible non plus. Mais elle essaye, elle essaye. Et donc, ces mécanismes-là sont des mécanismes intéressants parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on peut jouer dessus. On peut jouer dessus très, très fort. Et je me souviens, par exemple, un jour où des bailleurs sociaux me disaient, ben voilà, on a des grands problèmes parce que dans nos immeubles, là, les gens ne respectent pas les règlements intérieurs. Et je dis, mais quelle forme il a, votre règlement intérieur? Alors on me le sort. Si vous comprenez, on le fait signer aux gens, on leur donne un exemplaire, il est affiché dans le hall. Je dis, mais attendez, il
Il y a quoi comme repère mnémotechnique là-dedans? Évidemment, aucun. Donc, comme il n'y a pas de repère mnémotechnique, c'est qu'il n'est pas destiné à être retenu. S'il n'est pas destiné à être retenu, c'est qu'il est socialement inutile, il sera donc envoyé vers la mémoire à ne pas transmettre. Vous pouvez le faire 20 fois, 30 fois, 100 fois. Il ne viendra jamais, parce que la forme l'aiguille vers la mémoire à ne pas transmettre. Donc il m'est arrivé de faire des ateliers de l'escalier avec des mamans dans les cages d'escalier. Hein. On prend le règlement intérieur et je dis aux mamans comment il faudrait le dire pour que ça devienne important à vos yeux. Puis après, je fais sous la dictée. Hein. Les mamans me disent. Et en général, évidemment, elles mettent des repères mnémotechniques partout. Et d'un coup, un règlement intérieur devient important parce que la forme le désigne comme devant être retenu, ce qui donc le désigne comme étant socialement utile. Tout ça est un mécanisme extrêmement cohérent. Je me souviens d'une grosse entreprise française qui m'avait appelé parce qu'ils avaient des accidents du travail sur leur site à l'étranger. Alors j'ai dit, mais qui a les accidents du travail? Et ils me décrivent évidemment la catégorie des opérateurs, ceux qui dans leur industrie désignent les gens les moins bien formés. En général, vous savez, moins les gens sont formés, plus on les expose au risque. C'est une tentative générale dans toutes les organisations, c'est comme ça. Le type très très bien formé dans un bureau, et le type qui nettoie les centrales nucléaires, lui, il ne sait ni lire ni écrire. Peut-être ça lui évitera de se plaindre s'il meurt d'un cancer au bout de 6 mois, mais bon. Donc évidemment, je lui dis, ben voilà, vous avez évidemment un personnel qui a des accidents du travail, mais manifestement, votre personnel, il ne sait ni lire ni écrire. Et les gars me disent, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, ben, j'arrive. Donc, je prends l'avion, j'ai fait un séjour là-bas. Je dis, ben, maintenant, faites-moi l'habilitation sûreté. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors donc, je me mets dans le cycle, dans la file, et on me forme à tout ça. À la fin, on me délivre un diplôme, et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu as vu? Oh, ben, je dis, vous savez, j'ai vu des tas de choses intéressantes. La première, c'est que la mort n'est jamais citée. Donc votre sécurité, elle sert à quoi? Ça a été rédigé par quelqu'un qui appartient au monde de la mort occultée, si vous vous souvenez ce qu'on a fait l'an dernier, les sociétés de sécurité avec la mort occultée. Et donc le mot ne figure jamais dans les consignes de sécurité. Or, si les mots ne figurent jamais, ça veut dire que cette réalité n'existe pas. Donc à quoi servent les conditions de sécurité si on risque jamais de mourir? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous n'avez aucun repère mnémotechnique. On fait 8 heures de formation, on apprend des milliers de choses, il n'y a rien pour faciliter la mémorisation. Donc ça ne marche pas. Les gars m'ont dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, on va vous les rédiger. Donc j'ai passé un peu quelques nuits blanches d'ailleurs à rédiger tout ça, et je suis allé chercher une comptine que les mamans chantent à leurs mamans, à leurs enfants. Une comptine qui était en 8 vers. Les 7 premiers se terminaient par toujours le même mot, et le 8e vers se terminait par un mot qui voulait dire l'inverse, dans la langue locale. Alors je me suis bien enquis du fait que toutes les mamans chantaient bien ça à leurs enfants. Et puis après, j'ai pris des mesures de sécurité, je les ai rédigées comme ça, un petit exercice d'écriture amusant. Les 7 premières se terminaient par toujours, et la dernière se terminait par jamais. Et j'ai lu ça à tous mes formateurs de sécurité, ils ont tous éclaté de rire en disant, ben ça on s'en souviendra. Alors c'est très basique, mais je vous signale que tous les publicitaires du monde savent ça. Les slogans publicitaires qui marchent sont ceux qui ont des repères mnémotechniques. Un vers ça va, 3 vers bonjour les dégâts. Bon, point. Alors que les slogans qui n'ont pas de repères mnémotechniques, on les oublie très très vite. Donc tout ça n'est qu'une réalité tout à fait basique, sur laquelle évidemment il faut travailler, et de temps en temps, quand on veut faire passer une information importante, y compris dans les règles de grammaire, un peu de travail sur la mnémotechnique peut aider quand même grandement. Alors ensuite, ça ne suffit pas non plus, tout ça. On trie, on range, mais ça ne suffit encore pas à le faire rentrer dans le petit appentis du jardin. Alors on va faire un exercice de compression. Et ça m'amuse de voir qu'aujourd'hui, les informaticiens sont en train de retrouver à peu près toutes les pratiques traditionnelles des traditions orales. Il faut trier, il faut ranger, il faut comprimer. Ben oui, les hommes font ça depuis quelques millénaires. Bon. Et donc, ils ont inventé des méthodes pour comprimer un maximum d'informations dans un minimum de mots pour le maximum d'usage. Comment on appelle l'art de comprimer le maximum d'informations dans le minimum de mots pour le maximum d'usage? Plus petit que le résumé. Allez, oui, dicton. Dicton. Les dictons, les proverbes, c'est ça, c'est l'art. C'est l'art de faire tenir un maximum de mots dans un minimum, un maximum d'informations dans un minimum de mots pour le maximum d'usage. Tous les dictons sont à usage multiple.
Ça donne des choses extrêmement drôles, quelquefois. Je me souviens un jour où une ONG m'avait demandé de les aider dans une région du monde où ça cartonnait un peu. Et tout le projet était un peu entartré. Et finalement, il y a un de mes interlocuteurs, un jour, qui me regarde dans les yeux, il est un peu énervé par mes questions. Il me dit « Mais si ta chèvre meurt, la chèvre de ton voisin doit mourir. » Je trouvais que c'était un joli dicton. Si ta chèvre meurt, la chèvre de ton voisin doit mourir. Ça évoque quoi comme idée? La vengeance ou l'égalité, mais par le bas. Et quand vous saurez que c'est un dicton balkanique, l'histoire des Balkans deviendra un tout petit peu plus claire. Donc des mécanismes comme ça, on en a beaucoup. Je me souviens aussi un jour où une ONG m'avait demandé d'aller voir des projets qui marchaient mal, c'est en général comme ça qu'on m'appelle, au Burkina Faso. Et donc je vais dans des villages, je m'assois par terre, je discute avec les gens, et puis je n'arrivais pas à trouver pourquoi ce projet marchait mal. Il s'agit d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs. À première vue, une très bonne idée. Et puis un beau jour, j'étais pareil, assis par terre, avec tous les vieux du village autour de moi. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Et puis il y a le vieux du village qui se lève vers moi, il me regarde dans les yeux, il me dit les dents et la langue sont dans le même endroit, mais parfois les dents mordent la langue. Tout le monde a applaudi. Ils sont tous levés, ils sont tirés. Et j'étais tout seul sur ma carpette au milieu du village, disant qu'est-ce qu'ils ont bien voulu dire. En plus, il me l'a dit en Gurunsi. Bon, je ne parle pas le Gurunsi du tout. Il a fallu que quelqu'un me traduise. Et en fait, c'était extrêmement astucieux. Les dents et la langue sont dans le même endroit, mais parfois les dents mordent la langue. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vit au même endroit qu'on s'entend toujours bien. Appliqué au projet en question, en l'occurrence, ça voulait dire c'est bien joli, mais vous financez l'installation de jeunes agriculteurs. Et les autres, alors, ils crèvent. Et donc, si on laisse faire dans votre projet, entre les jeunes et les vieux, ça sera la guerre. Donc, on bloque votre projet. On ne peut pas se permettre de briser les relations sociales à l'intérieur d'un village. Alors après, on a modifié le projet. Il s'agissait d'aider à l'installation des agriculteurs. Et le système a pu reprendre. Donc, tout ça, c'est des mécanismes assez simples. Et il m'est arrivé plus d'une fois d'utiliser les dictons pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et ce qui est intéressant dans les dictons, citez-moi-en quelques-uns. Citez-moi quelques dictons. Ceci est un micro, causé dans le poste. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Yves, t'as pas de dicton? Pardon? Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. En fait, la plupart des dictons, ils sont en deux propositions. Il y a une proposition qui décrit une hypothèse ou une situation, et une deuxième proposition qui décrit soit une conséquence, soit une action. Et quand on est façonné sur cette idée-là, sur ces mécanismes-là, quand on est confronté à une situation, on va comparer cette situation à une situation qui a déjà été répertoriée dans l'histoire. Et donc, la structure centrale de la pensée va être la comparaison. Ce qui me permet de vous dire que, évidemment, que dans la tradition orale, la pensée est plutôt analogique. On pense par comparaison. Et c'est évidemment extrêmement important parce que lorsque l'on a dans une cité quelconque un pan de la population qui réclame une pensée analogique, est-ce que nous lui répondons dans ces termes-là? Et on va voir que là, il y a une des causes majeures de tension sociale dans les quartiers, lorsqu'un groupe inconsciemment attend des réponses de type analogique et qu'on lui fournit des réponses d'un autre ordre. Et du coup, le sentiment d'exclusion augmente. Ça, c'est trois éléments extrêmement importants. Le tri, le rangement, la synthèse, qui donnent ces deux mémoires, qui donnent les formes mnémotechniques et la pensée analogique. Et il y en a une quatrième que je cite pour l'exemple, rapidement. C'est que dans ce monde-là, il s'agit d'optimiser la taille de la mémoire collective disponible. Et les hommes ont très vite compris que pour optimiser la taille d'une mémoire collective, le plus simple était d'attribuer à chacun une mémoire spécifique. Comment? Eh bien, en faisant une sorte de décalque entre la mémoire parcellaire et le statut social. Et chacun va devenir détenteur d'une parcelle de savoir. Vous êtes petit garçon de 7-8 ans, c'est un statut social qui vous donne accès à un savoir, celui qui est nécessaire à un garçon de 7-8 ans. Vous êtes une petite fille de 11-12 ans, dans le monde entier, vous allez devenir détentrice d'un savoir utile à la survie de l'espèce.
Vous êtes garçon en âge de vous marier, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes oncle, vous êtes grand-père, vous êtes forgeron, vous êtes commerçant. Chaque fois, vous allez être détenteur d'un savoir spécifique. Ça permet d'optimiser le volume de la mémoire collective et donc de veiller à ce que le savoir soit à la fois le plus grand possible et qu'il ne se perde pas. Évidemment, pour que ça marche bien, il faut que les statuts sociaux soient très définis et si possible définitifs, ça simplifie. C'est pour ça que beaucoup de traditions orales ont inventé les statuts sociaux définis et définitifs qu'on appelle les castes. Beaucoup, pas toutes, beaucoup de traditions orales ont inventé des systèmes de castes. C'est-à-dire, voilà, vous appartenez à telle caste, vous êtes donc détenteur de ce savoir-là. Les corporations du Moyen-Âge, c'était ça. Meunier, forgeron, etc., etc. Qui a donné un certain nombre de noms de famille, bien sûr, à l'époque. Alors, tous ces systèmes-là, ils existent, mais ils ont un énorme inconvénient, tous ces systèmes de castes, c'est qu'ils sont extrêmement rigides. Alors, comme ils sont très rigides, ils possèdent quand même un inconvénient, le savoir circule mal. Et les sociétés d'oralité que j'ai pu côtoyer ont toutes inventé une sorte de petit antidote. À la fois, le statut social est très défini, définitif, mais cependant, il faut s'assurer que l'individu mette son savoir à disposition d'un groupe. Et donc, on a rendu obligatoire la recombinaison sociale minimum. C'est quoi la recombinaison sociale minimum? Le mariage. Donc, dans les peuples de tradition orale, le mariage est obligatoire. Celui qui ne se marie pas, c'est celui qui, 1, refuse de mettre son savoir à disposition du groupe, 2, refuse d'accéder au savoir du groupe. Ça marche dans les deux sens. Et c'est assez marrant parce que dans beaucoup de services, quand vous avez des gens de tradition orale qui sont au bout du fil, ils veulent savoir si leur interlocuteur, tel agent de tel service, est bien une porte d'entrée dans la société. Donc assez rapidement, ils disent « mais vous êtes marié ?» Alors l'agent, qui lui est au service de la République laïque et tout, il se demande « qu'est-ce que ça vient foutre là? Est-ce qu'il est en train de me draguer? J'en ai rien à foutre. » Et immédiatement, le système se referme et on ne répond pas à la question. Ou alors on répond « mais non, il n'y a rien à foutre de ces traditions bourgeoises, etc. » Alors le jour où on répond « non » à une question de ce type-là, pour l'interlocuteur, ça veut dire quoi? Je ne partage pas, je ne suis pas une porte d'entrée dans la société. Le lien est rompu. Et la famille Rome s'en va, par exemple. Le lien est rompu, une raison de plus pour marginaliser celui qui vient de poser la question. Alors comme c'est très raide, il y a des sociétés qui ont aussi essayé de moduler ça. Se rendre compte que la réponse dramatique à la question « êtes-vous marié ?» c'est non. Il ne faut pas dire non. Mais c'est quand même une réalité parfois. Alors on avait posé la question au Vietnam, on a dit comment en vietnamien vous dites célibataire? Une question que je pose dans des tas d'endroits. Première réponse, ça n'existe pas. Pas de mot. Alors quand une langue n'a pas le mot célibataire, vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est très clairement que pour ce groupe culturel, le mariage est obligatoire. Mais ils disent, mais on a une formule. Ah bon, je dis, c'est quoi la formule? C'est pas encore marié. Donc à la question, êtes-vous marié? Il n'y a que deux réponses possibles. Oui ou pas encore. Et à ce moment-là, vous ne coupez pas le lien. Et ce que je dis souvent aux travailleurs sociaux, lorsqu'on vous pose cette question, ne croyez pas que c'est pour vous s'immiscer dans votre intimité. Les gens veulent savoir si vous êtes une porte d'entrée pertinente dans cette société. Alors vous avez que deux réponses possibles, oui ou pas encore. Si vous répondez non, vous avez perdu. Vous renvoyez encore les gens loin, à l'extérieur, dehors. Alors ça a été l'objet de choses assez drôles d'ailleurs. Le mariage est obligatoire, les castes. C'est d'ailleurs très drôle quand le continent de la parole par excellence, qui est l'Afrique noire, a vu à débarquer des pleins bateaux de handicapés sociaux. 18e, 19e siècle, les missionnaires. Tous handicapés sociaux. Et les gens se demandaient pourquoi les Blancs envoyaient tous leurs handicapés sociaux sur le continent. Ça leur a posé des tas de problèmes. C'est pas possible. Il y en a beaucoup comme ça, là. Et la plupart du temps, comme ils sont extrêmement relationnels, ils ont inventé des stratégies pour essayer de resocialiser ces gens-là. Et il y a plein de stratégies qui sont toutes plus drôles les unes que les autres, mais qui en réalité sont des stratégies de réintégration. Mais non, vous n'êtes pas si marginal que ça. Alors la première formule était très très drôle.
c'est le mythe du souterrain. Et le souterrain, c'est à la sortie de plein de villes africaines. Vous avez d'un côté de la route la mission catholique avec les bons pères spiritains, et de l'autre côté, l'école avec les bonnes sœurs. Et les gens me disant, bon, d'accord, et le père d'un côté, les bonnes sœurs de l'autre, mais entre les deux, il y a un souterrain. Alors plusieurs fois, on leur dit, mais non, écoutez, on connaît bien les deux, je vous promets, il n'y a pas de souterrain. Ils disent, ça vous montre à quel point il est bien caché. Et ce n'est pas une moquerie. C'est pour, à toute force, ramener les gens dans une situation de partage de savoir. L'autre formule qu'on a entendue aussi plusieurs fois, c'est bon, les bonnes sœurs, elles disent qu'elles ne sont pas mariées. Enfin, on veut bien être un peu con, mais quand même, vous avez remarqué quand même qu'elles ont des congés tous les 3 ans, et la durée du congé est trisannuel, 9 mois. On veut bien être un peu débile, mais quand même. Alors pourquoi elles ne ramènent pas le bébé? Après, on ne sait pas. Ça, c'est quand même idiot. Mais avec cette idée tout à fait ancrée que ces gens doivent avoir une vie normale. Et ce n'est pas du tout une moquerie. Le stade d'après était aussi assez drôle. C'était du genre, bon, les prêtres, ils n'ont pas d'enfants, d'accord. Mais enfin, quand vous rentrez à Aucoq, hein, à la première bicoque, là, à l'entrée, il y a une petite fille qui vend des poteries. Elle a les yeux bleus. Qui a les yeux bleus dans la région? Et là, il y avait attribué des enfants aux missionnaires. Les premiers se sont fait avoir dans la mesure où ils sont défendus. Mais non, c'est pas moi, etc., etc. Puis ils se sont rendus compte que plus ils se défendaient, plus leur marginalité augmentait. Ils n'avaient rien à gagner à démentir ça, parce qu'on les croyait de moins en moins. C'est de moins en moins pertinent, de moins en moins légitime. Qu'est-ce qu'ils foutent là alors? Donc la deuxième génération de missionnaires a cessé de démentir. Ils ont laissé dire. Donc on leur a attribué plein de gamins. La troisième génération a dit, tant qu'à avoir des gamins. Autant, puisque de toute façon on est réputé les avoir. Bon, donc là on a tout ça, et évidemment quand ce clergé-là est en train de s'africaniser à toute allure actuellement, ça pose évidemment des questions très très lourdes. J'ai eu quelques conversations avec le haut clergé de l'Église catholique française sur le sujet, qui s'arrache les cheveux. Ils disent, mais écoutez les gars, il faut qu'ils choisissent entre la crédibilité ou l'obéissance. S'ils n'ont aucune crédibilité, à quoi leur sert l'obéissance? Strictement rien. Donc maintenant que vos lois sur l'obéissance décrédibilisent le clergé catholique romain sur le continent africain, c'est une évidence. Alors il faut qu'ils fassent avec ça. Mais là-dedans, il n'y a en fait aucune moquerie. Tout ça, c'est du travail de resocialisation, si vous voulez. Alors, voilà, vous avez là, si vous voulez, quatre éléments qui sont pour moi importants, qui sont des repères. Et tous les groupes de tradition orale ont dans la tête au moins ces repères-là, d'autres bien sûr que je ne connais pas, bien entendu, au moins ces repères-là, et ils les cherchent partout. Quand ils arrivent quelque part, ils vont chercher à savoir si le savoir est trié. Est-ce que le savoir est vraiment trié en fonction de l'utilité sociale? Est-ce qu'il y a des repères mnémotechniques qui permettent de repérer ce qui est vraiment important, ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on s'exprime suffisamment et on a des réponses analogiques à nos questions? Est-ce que le mariage, les casques, tout ça, ça en est où? Et donc, toutes les traditions orales, pour parler des choses très simples, le campement Rome installé dans la ville, les gens se posent ces questions-là et cherchent ça. Parce qu'ils ne peuvent rentrer dans une société que s'ils trouvent ça. Or, il se trouve évidemment qu'il y a d'autres sociétés qui ont inventé et qui ont valorisé un autre mode de transmission du savoir, l'écriture. Donc ensuite, on passe bien sûr dans les sociétés d'écriture. Les sociétés d'écriture, c'est une toute autre histoire, qui est infiniment différente de tout ça, et avec un écart beaucoup plus grand que ce que l'on nous a expliqué, ou souvent d'expliquer qu'apprendre à écrire, c'était utile, simplement. Mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, lorsqu'on passe dans un monde d'écriture, poussons la logique jusqu'au bout. Dans un monde d'écriture, où stocke-t-on l'information? À l'extérieur des hommes. Et pour moi, que ce soit sur un fichier informatique ou sur un bouquin, ce n'est pas très important. C'est à l'extérieur des hommes. Et petit à petit, on nous convainc que le savoir est à l'extérieur des hommes. La notion même de recherche en est complètement modifiée. Vous n'avez plus besoin de vous adresser à l'autre pour avoir une information. Aujourd'hui, c'est la caricature, on cherche une information, on googlise. Et on se détourne de l'autre, puisque l'acquisition du savoir devient un mécanisme individuel.
C'est un face-à-face entre l'individu et un support, et non plus un face-à-face entre l'individu et un autre individu. Et du coup, la remarque du nomade algérien a pris tout son sens. Si on envoie nos enfants dans votre école, ils vont nous oublier. C'est-à-dire qu'on va, sous couvert d'acquisition d'autonomie, c'est le titre officiel, apprendre aux enfants à se passer des autres. Dans une société basée sur la relation sociale, c'est perçu comme un drame absolu. Apprendre à l'enfant se passer du groupe, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est la posture des Roms par rapport à l'école. C'est la posture de tous les peuples d'oralité par rapport à l'école. C'est si profondément inscrit qu'un pays comme le Mali n'a jamais réussi à scolariser plus de 25% de chaque classe d'âge. 25%. Parce que la population estime que si on envoie l'enfant à l'école, on va lui apprendre à se passer du groupe. Alors évidemment, on a là un conflit qui est très très lourd en réalité. Et ce conflit, schématiquement, il a lieu quand? Le moment symbolique du passage de l'un à l'autre, c'est quand? C'est le CP. Le symbole, c'est le CP. Alors, je m'étais amusé à essayer de comprendre comment on passait des obligations relationnelles à la démarche individuelle. Et loin de moi l'idée de critiquer ce qui se passe dans les écoles. Ce qui m'intéresse, c'est, et j'en ai moi des souvenirs cuisants, comment ça s'est passé pour moi. Je suis allé vérifier il n'y a pas très longtemps, je suis redevenu élève de CP, je me suis déguisé en cartable, je me suis mis dans un coin, c'était à Orléans, et la maîtresse m'a dit, pas de problème, j'ai expliqué ce que je faisais comme travail, pas de problème. Et je me suis aperçu qu'évidemment, le gamin qui a 6 ans et qui rentre au CP, la phrase qu'il entend le plus souvent, c'est « tais-toi ». Bon. Donc jusque-là, le gamin, il est dans une dynamique relationnelle, il sait que son acquisition à la connaissance se fait par l'intermédiaire de ses relations avec les petits copains. Et maintenant, on va lui dire, maintenant, tu es à l'école du grand. Alors, pour apprendre, il faut cesser de parler aux voisins. Alors, c'est redoutable. Et je me souviens, et maintenant les choses changent, Dieu merci, mais je me souviens, moi, que les choses prenaient un tour encore plus dramatique lorsqu'on rentrait au CE1. Parce que c'était doublé par « on ne souffle pas ». On ne copie pas. La feuille verte, la feuille rose, la feuille verte, la feuille rose. Et donc, on avait un système où il ne fallait pas aider le voisin. C'était interdit d'aider le voisin. Alors, on a fait comme ça, beaucoup dans cette salle. On fait 20 ans d'éducation nationale sur ce registre-là, avec interdiction d'aider le voisin. Ça permet d'obtenir une thèse de doctorat de 3e cycle en sociologie urbaine, dans ces conditions, ce qui vous donne le droit d'organiser un colloque sur la disparition du lien social. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait besoin de faire un colloque. Lorsqu'on apprend, comme moi on m'a appris, à ne pas compter sur le voisin, évidemment qu'après on ne parle plus aux voisins. Donc je me souviens d'une conférence de presse que la Fondation de France avait organisée pour moi après les émeutes de 2005. Et le président de la Fondation de France avait ouvert en disant « c'est un échec de notre société ». Je m'étais permis de lui dire « je ne suis pas d'accord, c'est un résultat, ce n'est pas un échec ». Et donc, Dieu merci, maintenant les choses sont reprises en main. D'ailleurs, beaucoup plus par les opérateurs de terrain que par l'institution. Il y a des choses remarquables qui se font. Je cite pour mémoire un outil qui s'appelle des mots à dessin, qui a été fait par des professeurs des écoles de Val-de-Reuil, qui est extraordinaire, qui prend complètement, bien sûr, le contre-pied de tout ça, pour redonner confiance et pour que l'acquisition de savoir, même sous couvert d'acquisition d'autonomie, ne fasse pas au détriment de la relation sociale. Et je suis bien sûr qu'il y a dans la salle des enseignants qui travaillent sur cet élément-là, tout à fait fort. Mais ce qui est très étonnant, c'est que l'institution en tant que telle travaille très peu ce sujet-là. Ce sont beaucoup plus les acteurs de terrain qui ont pris conscience de ça et qui le font que les institutions. Mais on a un passif gigantesque sur le sujet, absolument gigantesque. Et bien sûr que là, on voit bien pourquoi des peuples n'envoient pas leurs enfants dans cette école-là. Parce qu'elle nous apprend, sous couvert d'acquisition d'autonomie, à ne plus parler aux voisins. Alors on est tellement bien formés qu'après on s'installe dans un immeuble, on ne parle plus aux voisins. Alors ça donne quelque chose qui est assez redoutable, parce qu'en réalité, l'écrit semble porteur d'individualisme,
semble porteur, à un point tel qu'à la fois des familles maintenant refusent de scolariser leurs gamins, ou du moins la déscolarisation des gamins se fait avec l'assentiment tacite des familles. Vous connaissez ça mieux que moi. Je pense que si je te tends le micro à Khadija, elle pourra nous en parler beaucoup sur le sujet. On a des familles qui sont dans un retrait par rapport à l'école de plus en plus grave, de plus en plus lourd, pas forcément formulé. Cette peur tout à fait grande de l'écriture, peur des livres, du coup. Cette peur des livres va très très loin, puisque vous avez même des groupes maintenant qui ont fait de l'interdiction du livre une arme. L'interdiction du livre, en pidgin nigérian, ça se dit Boko Haram. Le livre interdit. Boko, c'est book. Haram, interdit. Et donc même un mouvement comme Boko Haram, en réalité, il prend sa racine là-dedans. Dans cette espèce de peur panique de l'écriture qui habite un grand nombre d'hommes aujourd'hui, parce qu'ils ont l'impression que ça détruit le lien social. Et nous avons un travail particulier à faire lorsqu'on apprend aux enfants à lire, pour veiller à ce que cet apprentissage ne se traduise pas par le délitement du lien. C'est pour ça que les lectures publiques sont des choses absolument essentielles, les lectures à voix haute, etc. On a plein de choses à faire pour éviter que des pans entiers de la société dans le monde aujourd'hui soient dans des mécanismes de ce type-là. Boko Haram n'est qu'une illustration. Je me demande, et je n'ai pas la réponse du tout, si la rage des jeunes à détruire les boîtes aux lettres dans les cours, dans les immeubles, ne relève pas de la même idée. La boîte aux lettres, c'est le symbole local d'un truc écrit. Et vous savez que la rage de destruction des boîtes aux lettres est extraordinaire, hein, partout. Je me suis longtemps demandé, je fais l'hypothèse qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous voyez, entre destruction des boîtes aux lettres, les gamins qui ne sont pas scolarisés, Boko Haram, on a un champ énorme là de tensions qui peuvent être éclairées par ce mécanisme-là. Ce n'est qu'un éclairage, ce n'est pas la seule raison, il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Hein. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce compréhensible? Ouais. Le téléphone qui prend une expansion terrible en Afrique. Ouais. Donc c'est le téléphone arabe, on parle. Il n'est pas arabe, hein, du tout. Pourquoi utiliser Google? Eh bien, je travaille beaucoup avec Orange parce qu'ils ont cette question-là. Je travaille beaucoup avec Orange, la société Orange, qui est heurtée à ce problème-là. Est-ce qu'ils vont le faire? Donc, de plus en plus, ils passent sur, et on va y venir tout à l'heure, des pictogrammes. Mais c'est une vraie question. Et la société Orange est très, très interrogée sur ça, et je vais encore les voir dans quelques jours. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille beaucoup avec eux, parce qu'ils ont cette question-là sur le continent africain, et essayer de voir ça va se situer comment, cette affaire-là. Bien sûr. Bien sûr. Alors ensuite, voilà, on a une démarche individuelle, ce qui veut dire qu'on n'a pas tellement besoin de l'autre. Et donc, quand il nous pose une question, on n'a aucun scrupule à lui dire non. Et beaucoup de peuples de tradition orale m'ont souvent dit que nos sociétés étaient extrêmement violentes, parce qu'on se balançait du non à la figure, vraiment sans arrêt. Ce que j'appelle les rapports directs. Ne vous trompez pas, un rapport direct, c'est ça, c'est-à-dire des choses assez violentes, oui, non. Et non pas les 7 façons de dire oui, dont 3 veulent dire non. C'était la formule des Mernes à Madagascar. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que cette écriture change dans le cerveau? Alors là, le plus simple peut-être, c'est de nous rappeler comment on a inventé l'écriture. Étiez-vous là ce jour-là? Non? Vous étiez en RTT? Zut, pas de chance. Alors comment on a inventé l'écriture? C'est une histoire assez amusante qui se déroule essentiellement au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Essentiellement, parce qu'il y avait déjà des petites traces avant, qu'on peut résumer de la façon suivante. Vers 3008, probablement, on a des nomades et des sédentaires. Et je prends l'image, pour que tout le monde s'en fasse une image mentale facile, l'image d'un propriétaire d'un troupeau qui confie son troupeau, disons, de moutons, à un berger. Le berger part, il revient 2 mois après, le propriétaire veut savoir s'il y a autant de bestioles après qu'avant. À l'époque, personne ne sait compter. Donc, on utilise déjà depuis quelque temps à ce moment-là plusieurs systèmes, soit des encoches sur un morceau de bois, soit plus souvent des petits cailloux qu'on met en tas. Le nombre de cailloux représente le nombre de moutons. Quand la bestiole, le troupeau revient, on déplace le tas de cailloux. Si le dernier caillou correspond au dernier mouton, ça va bien. S'il y a encore un caillou, pas de mouton, c'est que le berger a fait un méchoui au rapport.
Et à l'inverse, s'il n'y a plus de cailloux encore un mouton, c'est qu'il y a une brebis qui a dû mettre bas, on va voir. Ça fonctionne déjà depuis quelque temps. Deuxième étape, il y a quelqu'un un jour qui dit « c'est bien joli, mais moi j'aimerais bien aller voir pendant qu'il est là-bas, si je ne peux pas, aller vérifier qu'il n'est pas en train de me boulotter un mouton. » Donc ils prennent de l'argile, ils font une bulle d'argile, ils mettent les petits cailloux pour compter dedans. Ces petits cailloux pour compter qu'ils mettent sous le bras, montent sur le cheval, cataclope, on va voir là-bas, on ouvre la bulle, on compte. Les petits cailloux pour compter, qu'on appellera assez rapidement d'ailleurs calculi, hein. C'est la raison pour laquelle le mot calcul veut dire à la fois petit caillou et pour compter. Troisième étape, un jour il y a quelqu'un qui dit c'est bien joli, mais moi j'ai tellement de moutons que si je mets un caillou par mouton, ça me fait une putain de boule que pour faire du cheval, c'est pas pratique. Bon, il le disait en acadien, donc je ne garantis pas la formule, mais enfin en gros ça devait être quelque chose comme ça. Et donc, il faut diminuer la taille de la boule d'argile pour qu'elle reste compatible avec l'exercice de l'équitation. Comment faire? Ils imaginent une idée selon laquelle un calculus, je vérifie parce que sinon je vais me faire engueuler, un calculus, ça représente plusieurs. Et le plus grand multiple possible, que tout le monde ait sur soi, pour qu'on puisse vérifier. Alors quel est évidemment le premier multiple qui vient à l'esprit? Non, pas 10, parce que 10 aurait suggéré que l'on comptât sur les deux mains. La main gauche étant réservée à des usages impurs, on ne va pas l'utiliser pour compter la bouffe quand même. Donc il faut se débrouiller qu'une seule main et trouver le plus grand nombre possible d'objets à compter et un objet pour compter. Alors les mains est ainsi foutues que les hommes vont penser utiliser leurs pouces et ils vont compter leurs phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naissance de la douzaine. Depuis ce temps-là, on va compter les œufs, les huîtres et les apôtres par 12. Je me suis longtemps demandé pourquoi on comptait les apôtres comme des huîtres. En fait, il y a une raison. Donc, on va se retrouver là avec des douzaines, et alors les hommes vont prendre de l'argile séchée, qui vont faire sécher, soit ils font des petits bâtonnets qui représentent une phalange, autrement dit l'unité, soit ils font une petite boule qui représente le point fermé, autrement dit 12. Alors on a retrouvé des bulles d'argile à l'intérieur duquel il y a des calculis, unités et douzaines. La notion de calcul commence un tout petit peu à naître. On est vers 3006 avant Jésus-Christ, probablement quelque chose comme ça. Chaque étape que je vous décris dure à peu près 100 ans, pour vous rendre compte que ça ne s'est pas fait tout seul, tout ça. Alors un beau jour, il y a quelqu'un qui dit c'est bien joli tout ça, mais moi j'arrive, j'ouvre la bulle d'argile, j'ai des calculis unités, des calculis douzaines, je compte les moutons, mais comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. Le temps que je fasse tout ça, l'argile a séché, il n'y a plus d'argile fraîche à faire maintenant, je remets les calculis, j'essaye de fermer la boule, ça casse, c'est le Bronx, les calculis foutent le camp. Il faut trouver un système au cas où on n'aurait pas d'argile. Et quelqu'un, on ne saura jamais qui, invente une idée tout à fait simple. Qu'est-ce que je vais faire ? On va essayer de le faire avec ça. Une idée tout à fait simple qui consiste à dire, eh bien, on va dessiner un rond. Comment ? On prend un calame, un roseau, on le coupe, on le met perpendiculairement à l'argile, ça dessine un rond qui représente manifestement le point fermé, autrement dit 12. Puis en prenant le calame de biais, ça fait un angle, un coin, qui symbolise évidemment la phalange, autrement dit le 1. Alors on a retrouvé des bulles d'argile à l'intérieur duquel étaient les calculis unités et douzaines, et sur lesquels étaient dessinés les calculis qu'il y avait dedans. Et ça dure encore à peu près 100 ans. Au bout de 100 ans, il y a un type qui pose la bonne question. Maintenant qu'on a les dessins sur la boule, à quoi servent les calculis dedans ? Il faudra à peu près 100 ans pour que la question naisse. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui fait la grande réponse qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. À rien. Et donc, on ouvre la boule, on vire les calculis, on écrase la boule qui devient une tablette, sur laquelle on se met à faire des signes cunéiformes. Ça, c'est la naissance de l'écriture. C'est-à-dire qu'on remplace un objet par son dessin sans perdre en valeur d'usage. C'est un truc absolument fantastique. Imaginez que l'on puisse raisonner sur un dessin comme si on raisonnait sur un objet. Je pense que c'est la plus grande invention de l'humanité. Or, c'est quoi ça, raisonner sur un dessin comme si c'était un objet ? C'est l'abstraction. Et l'abstraction fait un bond considérable. Ce qui, au passage, nous dit que les peuples qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture sont probablement très peu à l'aise avec l'abstraction.
Donc là, on a un mécanisme tout à fait fondamental. Et on a une tablette sur laquelle il y a des chiffres. Sauf que maintenant, c'est une tablette avec des chiffres au lieu d'être une boule avec des calculis. Sur la tablette, on peut mettre plusieurs chiffres. Alors ça va faire naître un autre besoin. S'il y a plusieurs chiffres, chaque chiffre désigne quoi? Et les gens sont emmerdés. C'est bien joli ce truc-là, mais il faut qu'on arrive à désigner ce que l'on dénombre. Donc il faut inventer un truc. Alors les hommes vont inventer, on va essayer de le faire comme ça peut-être, les hommes vont inventer un système qui consiste tout simplement à dessiner. Alors qu'est-ce qu'ils dessinent? Sommairement, bien sûr, hein, vous me direz si vous arrivez à voir de là où vous êtes à peu près, on a une bête à cornes, dont on utilise le cuir, le lait et la viande, qui vient très très vite en premier. On a en deuxième une enceinte presque close avec une porte là, qui devient aussi très vite. On a ensuite assez rapidement un système qui représente un homme en train de prier, qui désigne comme ça. Puis on a un outil qui va être très très utile pour tout ça, qui est symbolisé de façon assez simple, hein, en gros comme ça. Et on a des dessins qui apparaissent en face de chaque chiffre. On a le chameau aussi, hein, qui est assez amusant parce qu'il est en gros représenté comme ça. On a un certain nombre de choses comme ça qui apparaissent et dans un premier temps, ça fait naître tout simplement les premières écritures qui sont toutes pictogrammiques. Et qui ont évidemment un petit inconvénient, il faut combien de dessins? Autant que de réalité. Et par contre, un énorme avantage, quelle que soit la langue que vous parliez, vous savez de quoi il s'agit. Autrement dit, ça n'est pas la transcription d'une langue. C'est une langue à part, universelle. Il faut se rendre compte que si on avait eu le courage de rester à cette écriture, nous aurions aujourd'hui des milliers de langues parlées et un langage universel qui s'appellerait l'écriture. On n'a pas eu le courage. Seuls les Chinois continuent. Tous les autres ont abandonné par flemme. Alors évidemment, c'est un petit inconvénient parce qu'il vous faut en gros 3000 signes pour décrire 3000 choses, chaque signe désignant une chose. C'est pas terrible pour les idées, c'est pas terrible pour les actions. 3000 signes, si vous voulez, le CP est long. Et donc l'apprentissage de l'écriture va devenir un instrument de pouvoir très très fort, hein, au point qu'aujourd'hui en chinois, le mot qui dit civilisation, ça se lit capacité à lire les ancêtres. Tellement la maîtrise de l'écriture est un énorme travail, mais un travail fabuleux parce qu'on acquiert une langue universelle. Ça va durer à peu près 15 siècles. Pendant 15 siècles, toutes les écritures sont comme ça. La seule parvenue jusqu'à nous avec peu de modifications, c'est le chinois, qui est directement issu de ça. Il y a eu bien sûr des modifications, mais l'esprit de la langue chinoise, c'est quand même ça. Un dessin qui représente une chose. Et puis au bout d'une quinzaine de siècles, alors au passage, quand je vous dis le chinois, c'est donc une langue analogique. Et d'un coup, vous commencez à comprendre comment la Chine s'implante en Afrique. Afrique, continent de la parole, il réclame une expression analogique. Réponse chinoise entièrement analogique. Il rentre comme ça. Alors que les Français n'ont jamais donné de réponse analogique. Et on est en train de se faire remplacer très très joyeusement, à toute allure, par les Chinois, parce qu'eux répondent de façon analogique. Alors, au bout de 15 siècles, il y a des gens qui disent c'est bien joli tout ça, mais c'est quand même un peu compliqué, le CP est un peu long, il faut qu'on arrive à simplifier. Alors, comment simplifier? En gros, deux idées. La première idée, c'est toujours relatif à l'acrophonie, c'est-à-dire qu'on va décider que le dessin ne porte plus le sens, mais le son. On glisse vers le rébus, si vous voulez. Et comme on s'aperçoit qu'il y a des sons identiques dans les mots, on arrive à diviser à peu près par 10 le nombre de dessins. Première évolution. Deuxième évolution, jusque-là, on écrit en colonne. L'écriture en colonne, ça a un inconvénient, c'est que ça sollicite 3 articulations. Et si vous commencez à avoir de l'arthrose de l'épaule, l'écriture en colonne, c'est quand même extrêmement chiant. Donc la flemme étant le grand moteur de l'humanité,
on va se rendre compte que si on se met à coucher la colonne, on peut se contenter d'écrire avec le poignet. Alors les hommes vont coucher les colonnes. Ça va donner les écritures minoennes notamment, linéaire A, linéaire B, les écritures de Crétoise, du début du 3e millénaire. Ce qu'on appelle le boustrophédon. Dans les dictées de pivot, vous êtes très bon à boustrophédon. Et donc, on va faire ça, sauf que les hommes sont habitués depuis 15 siècles à lire tous les dessins en colonne, et ils se mettent à coucher la colonne. Alors, qu'est-ce qu'ils font faire au dessin? Ils font faire, bien sûr, un quart de tour. Alors, celui-ci, je simplifie, bien sûr, il va en gros s'écrire comme ça. Celui-là, il va s'écrire en gros comme ça. Celui-ci, on va l'écrire comme ça. Celui-là, on va l'écrire comme ça. Celui-ci, on va l'écrire en gros, comme ça. Et vous avez des simplifications, mais là, à ce moment-là, chaque dessin représente une syllabe, ce sont des syllabaires. Et puis au bout d'un moment, les gens se rendent compte, ça leur demande quelques siècles encore, que le syllabaire c'est bien, mais la syllabe est un son complexe. Et si on fait porter au dessin le premier son de la syllabe, on peut encore diviser par 10 le nombre. Alors de simplification en simplification, on finira par l'écrire en substance comme ça, en lui faisant porter le son initial du mot qu'à l'époque les gens utilisent pour désigner cette bête à cornes que dans la langue ils appellent Aleph. C'est la raison pour laquelle ce dessin porte le son A. Et que celui-ci, on finira par le dessiner comme ça, en lui faisant porter le son initial du mot que les gens à l'époque utilisent pour désigner leur maison, dans leur langue, Beit, qu'on retrouve en arabe, Beth. On retrouve en hébreu, Bethanie, Bethléem, etc. C'est toujours la maison. Celui-ci, on finira par le simplifier comme si, ou en cursif, comme ça, en lui faisant porter le son initial du mot qu'à l'époque les gens utilisent pour désigner l'homme qui prie, Et puis celui-ci, on finira par le simplifier et puis le dessiner comme ça, en lui faisant porter le son initial du mot que les gens utilisent dans leur langue pour désigner la main, kef, qu'on va retrouver en arabe d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ce dessin porte le son K. Celui-ci, on finira par le dessiner comme ça, en lui faisant porter le son initial du mot que les gens utilisent pour désigner le chameau, gamel. Et petit à petit, on n'a plus que 22 signes qui ont une caractéristique, ils portent tous un son. Et la combinatoire avec 22 sons couvre tous les sons de la langue des gens qui ont inventé ça. Ça demande à peu près 400 ans. Et finalement, au début, c'était en substance le taureau, la maison, l'homme qui prie, la main, le chameau. Aleph, bête, via les Grecs, alpha, bêta, et en français, alphabet, en prenant bien soin au passage d'effacer tout ce qui pourrait ressembler à une explication. Il m'est parfois arrivé d'entendre des mamans me dire, tu comprends, on est à Pâques, et le petit Joshua, il est au CP, il a toujours des problèmes avec l'alphabet. J'ai dit, tu sais, il a fallu 400 ans pour l'inventer, tu peux lui laisser 8 jours de plus pour l'apprendre. C'est pas très grand. Surtout que si Joshua, il demande à la maîtresse, maîtresse, pourquoi ce dessin se dit A? Il a quoi comme réponse? Parce que c'est comme ça? Dommage, le gamin, il voudrait savoir. Il y a 26 belles histoires à raconter aux enfants de 6e pour leur expliquer pourquoi tel dessin porte tel son. C'est 26 belles histoires à raconter aux gamins. Ils ne demandent que ça. J'ai un magnifique livre qui est écrit, qui s'appelle L'alphabet expliqué aux enfants, qui raconte tout ça, en détail. C'est à la portée de tout le monde. Marc-Alain Wachnine a fait comme ça un travail absolument remarquable. Il raconte simplement pourquoi ce dessin porte ce son. Je pense que les enfants ont envie de comprendre. Ça va jusque-là? Alors au passage, bien sûr, ça c'est ce qui arrive jusqu'à l'alphabet que nous connaissons. Mais vous comprenez facilement, et si un jour vous vous amusez à faire ça avec les enfants, que d'ici à là, c'est une évolution légitime, mais vous pouvez parfaitement aussi décider que c'est comme ça. Et vous mettez tout l'alphabet cyrillique. Celui qui est passé d'ici à là, c'est celui qui écrit de gauche à droite, parce qu'il était sur de l'argile. Et quand on écrit en boustrophédon sur l'argile, une ligne sur deux, la main efface ce que le style a écrit.
Donc rapidement, on ne garde qu'une ligne sur deux, celle qui est de gauche à droite. Par contre, ceux qui écrivent sur du papyrus, ils peuvent parfaitement garder droite-gauche, et à ce moment-là, le dessin, ils le feront comme ça. Et vous mettez tout l'alphabet arabe. Autrement dit, non seulement vous pouvez raconter l'histoire de chaque lettre, mais au passage, vous pouvez expliquer que tous les alphabets du monde sont cousins. Alors si tous les alphabets du monde sont cousins, tous les hommes sont cousins. Et à la fin du CP, tous les gamins seraient intimement persuadés, logiquement, sans qu'il y ait besoin de faire de grands raouts, que tous les hommes sont cousins. Coût de l'opération ? 0. Quand est-ce que ça peut se faire ? Lundi matin. Partout. Personne n'a besoin de quoi que ce soit, simplement de la curiosité. C'est tout, avec un peu de curiosité, on arrive parfaitement à convaincre les gamins que tous les alphabets du monde sont cousins, et donc tous les hommes sont cousins. Ça va jusque-là ? Alors évidemment, ça a un petit inconvénient, le système. C'est que comme ça porte le son, ça transcrit la langue. Et qu'en inventant l'alphabet, on a inventé un système de transcription de la langue, mais qui n'est plus du tout un langage universel. Ce qui fait qu'en inventant l'alphabet, les hommes cessent de se comprendre. Gros inconvénient. C'est pour ça que les Chinois ne veulent pas renoncer à leur système. Ils disent, mais attendez, c'est très con votre système. Nous, le nôtre est un peu plus compliqué, mais potentiellement, c'est un langage universel. C'est pour ça qu'ils y tiennent. Nous, on a inventé un système, alors évidemment, on ne se comprend plus. En plus, c'est un petit inconvénient, enfin, ou plutôt un avantage, j'en sais rien. Mais une évolution amusante, c'est que dans cette histoire-là, au début, on avait 3000 signes qui disaient 3000 choses. Énormément de signes pour peu de choses. Après, on a un syllabaire qui dit plus de choses, avec moins de signes. Après, on a un alphabet qui dit beaucoup plus de choses, avec beaucoup moins de signes. Et donc, en 400 ans, on est passé par un système où plus on diminue le nombre de signes, plus on augmente le sens. Alors, je crois que le jour où les gens ont inventé ce système, ils ont été en mesure de penser que s'ils continuaient à diminuer le nombre de signes, ils continueraient à augmenter le sens. Et que la seule issue possible, c'est qu'il doit bien exister quelque part un signe unique qui veut tout dire. C'est le seul aboutissement possible à un raisonnement qui se passe sur 400 ans, ce qui n'est pas long dans l'histoire de l'humanité. Donc moi j'ai dit, une fois qu'on a inventé l'alphabet, les hommes ont été en mesure de penser qu'il devait exister quelque part un signe unique qui voulait tout dire. Ceci se passe dans le Sinaï au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Fin de l'histoire. Bon, après, il y a une autre histoire, bien sûr, qui n'a aucun rapport, c'est qu'il y a un type qui apparaît dans le Sinaï, qui nous explique qu'il existe un Dieu. Ça se passe à cet endroit-là, à ce moment-là, bon, sûrement fortuit. Sûrement. Régis Debray en a fait tout un énorme travail, bien sûr, pour expliquer la relation qu'il fait, lui, et il a bien plus d'autorité que moi, entre l'invention de l'alphabet et la capacité de l'homme à penser le monothéisme. Mes termes sont très précis, hein, la capacité à penser le monothéisme. Donc ça nous emmènerait vers beaucoup, beaucoup de choses, mais je vois que c'est 10 heures moins le quart. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Questions, suggestions et protestations vigoureuses. Marc-Alain Waknin, je l'ai mis à la biblio que je vais vous montrer. Il y a une biblio à la fin. Voilà, ça je l'avais aussi prévu comme ça revient au même. Hein. Donc, c'est le bœuf en fait, mais peu importe. À l'œuf. Des questions ? Je ne reçois pas de godasses. Bon, si vous voulez m'envoyer des godasses, envoyez-moi du 43, sinon ça ne me sert à rien. Non, pour bouger du 41, c'est ça donc, 40. Et donc, voilà, alors on se retrouve avec ce mécanisme-là. Et évidemment, ça, c'est la naissance de l'abstraction. Naissance de l'abstraction, je ne fais que résumer ce que je viens de dire, hein, pictogramme, écriture analogique, hiéroglyphes et caractères. Et puis ensuite, on augmente l'abstraction et on rentre dans un système où écriture en ligne, acrophonie, syllabaire, c'est le deuxième système. Ensuite, bien sûr, de plus en plus d'abstraction, de la vache à la lettre, de la F à A, l'alphabet. Oh, je suis allé trop vite.
Et donc l'alphabet, ça a cette énorme caractéristique importante, c'est quand vous écrivez en alphabet, je vois que madame prend des notes, vous entendez un son complexe, un mot, c'est un son complexe, vous allez le décomposer en son simple et affecter sur chaque son simple une lettre. Et du coup, la structure centrale de la pensée se fera dans la décomposition du complexe en simple. Et les hellénistes dans la salle, nombreux, vont nous dire que décomposition en grec se dit analusis. C'est le seul mot de grec que je connaisse. Analusis, donc l'analyse. Et donc ça veut dire que l'écriture alphabétique nous enseigne petit à petit un mode de pensée analytique. Or, nous avons vu qu'il y a dans la société quantité de gens qui ont une pensée analogique. Et là, on a un des motifs de marginalisation d'une partie de la société qui attend une expression analogique et nous lui servons une expression analytique. Et ça, c'est une des grosses difficultés que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, qui marginalisent sans arrêt les peuples de tradition orale. Encore une fois, les Roms, les populations d'Afrique noire, etc., les Albanais, sont des gens qui sont dans une grande difficulté à cause de ça. Question ? Oui, Vincent. Attends, que je t'amène le micro. Du coup, l'écriture écrase un certain nombre d'oralités. Oui. Alors, c'est pas obligatoire. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut parfaitement contrecarrer les effets pervers de l'écriture, bien entendu. Quelque part, c'est ce que, plus ou moins consciemment, on essaye de faire. Mais je trouve qu'on ne le fait pas de façon assez consciente et assez structurée. Et on voit bien que les éléments, par exemple, tout à fait forts, c'est qu'une fois que tout ça est en place, la grande distinction qui va se faire, c'est qu'il n'y a plus de limite au volume de la mémoire, puisque le savoir est à l'extérieur. Du coup, tout cet aspect-là va devenir inutile. Puisqu'en gros, on stocke sur des capacités mémoire dont on nous explique qu'elles doublent tous les 6 mois, et puis quand il n'y a plus de place, on a une clé USB, un machin, un disque, une grande bibliothèque, bref, sans arrêt, on a perdu l'idée qu'il fallait gérer le savoir. On l'a aidé à le perdre aussi. Peut-être qu'on a aidé. Hein. Et donc, ça va avoir des conséquences tout à fait fortes, puisque le savoir n'est plus trié. Alors, savoir plus trié, ça veut dire quoi ? Devoir d'informer. Et donc, on nous balance n'importe quelle information en permanence sur n'importe quel sujet, sans aucune hiérarchie. Vous ne pouvez pas vous fier au titre des journaux pour savoir ce qui est important ou pas. Un match de foot peut faire un titre comme ça, et une inondation au Bangladesh qui fait 200 000 morts fait un entrefilet en page 4. C'est ça. Du coup, bien sûr, pas de rangement. Les formes mnémotechniques disparaissent, donc la mémorisation se fait de moins en moins bien. L'un des exemples étant bien sûr les numéros de téléphone. Il y a 30 ans, on en connaissait tous 30. Maintenant, combien ? Le soin et encore. Et encore pas sûr. Bon. Donc la mémoire n'est plus du tout sollicitée de la même façon. Pas de synthèse. Donc la pensée analogique s'effondre. Et là, je me souviens de discussions avec le ministre des enseignements secondaires du Sénégal un jour, où je lui posais une question de cet ordre-là. Je lui dis, mais vous ne croyez pas que les difficultés de l'enseignement secondaire au Sénégal seraient dues à... Et je fais un petit résumé rapide de tout ça. Et le gars, il rigole. Il me dit, non, pas du tout. C'est comme si vous me disiez que... Et il me raconte une histoire. Et il n'a absolument pas analysé la situation. Il m'a raconté une histoire qui était parfaitement éclairante, mais qui serait le fait que le ministre de l'enseignement secondaire, sa réponse la plus rapide et la plus efficace à ses yeux, c'était raconter une histoire. C'était sur un mode analogique. Et puis bien sûr, à partir du moment où on ne distribue plus, les castes perdent de leur intérêt et le mariage n'est plus obligatoire. Bien entendu. Donc le mariage commence à disparaître puisqu'il n'y en a plus besoin au titre de distribution et d'accès au savoir des autres. C'est bien sûr pas la seule raison pour laquelle le mariage est en diminution. Hein. C'est l'une des multiples raisons. Alors, évidemment, ça nous met en grande difficulté parce que comme il n'y a plus de distribution, il y a quoi à la place ? Mais il y a de la diffusion, ce qui n'a rien à voir. Parce que la distribution, c'est donner à chacun son savoir en fonction de son statut, avec une équivalence, statut social, savoir. Là, maintenant, c'est diffusion. Donc, le savoir adopte une sorte de structure gazeuse
un état gazeux, si vous voulez. Puis il y a des pipettes et chacun pompe ce qu'il veut comme savoir, sans aucune corrélation avec son statut social. Aujourd'hui, l'Internet, c'est ça. C'est un savoir à l'état gazeux, sans structure du tout. Et puis chacun peut prendre ce qu'il veut. Ça ne pose pas de problème si on est doté d'un outil analytique. C'est-à-dire tout ça est censé être remplacé par la capacité analytique. Et lorsqu'on en dispose, ça marche bien. Nous qui avons, pour beaucoup dans cette salle, des capacités analytiques suffisantes, on arrive à se débrouiller avec tout ça, même avec le savoir à l'état gazeux, parce qu'on a un outil qui va nous permettre de remettre le tri, etc., de faire tout ce qu'il veut. Mais si vous ne disposez pas de l'outil analytique, et que vous êtes face à une structure de savoir qui est à l'état gazeux, c'est une pagaille totale. Plus personne ne sait ce qui est important, ce qui est secondaire. Et on fait face à une difficulté extrêmement forte. Et donc, on va se mettre à diffuser, et je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps de poser des questions. Diffusion de l'écriture, puis après, on a diffusé la parole, et puis maintenant, on diffuse l'image. Hein. Tout ça, c'est des mécanismes tout à fait forts, bien sûr, très présents, la télévision, avec un inconvénient, c'est que dans ce système-là, lorsqu'on diffuse, et je vais peut-être un peu trop vite quand même, on a diffusion de l'écriture, ça s'appelle tout simplement l'imprimerie, pas de problème. Après, on a diffusion de la parole, ça s'appelle la radio. Jusque-là, ça va. La radio avait un énorme avantage, c'est qu'elle ne sollicitait comme sens que l'ouïe. Vous pouviez donc continuer à lire en écoutant la radio. Et la lecture est un instrument d'acquisition de l'outil analytique, puisqu'on joue avec l'alphabet en permanence. Donc tant qu'on lit, on garde le lien avec l'outil analytique. Donc la radio ne vient pas perturber ce mécanisme-là, parce que ça utilise l'ouïe, et avec la vue, vous pouvez continuer à lire et à écrire. Et le jour où on diffuse l'image, on va changer de sens, dans toutes les acceptions du terme, puisque maintenant, on va utiliser ses yeux pour voir des images, et tout le temps qu'on passe à regarder des images sur un écran, on ne les passe pas à lire. Donc on ne manipule plus l'alphabet. Et à force de ne plus manipuler l'alphabet, on perd petit à petit en outils analytiques. Et je suis, moi, assez étonné de voir que même dans ce que l'on appelle les élites aujourd'hui, quand j'entends des interviews à la radio, j'entends des gens qui me racontent des histoires. On me dit, mais est-ce que vous pouvez nous analyser la situation dans tel endroit? Et le gars l'a décrit. Je ne vous demande pas de décrire, je vous demande d'analyser. Et on voit bien qu'y compris chez des hommes politiques, la distinction entre les deux est de plus en plus ténue, de plus en plus floue, on ne sait pas très bien. La description entre décrire une situation ou l'analyser. Et là, je pense que nous sommes devant une difficulté, c'est qu'en sursollicitant en permanence les yeux par des images sur des écrans, c'est autant de temps en moins passé à entretenir son outil analytique par la gestion de l'alphabet notamment. Ce qui nous donne donc une petite inquiétude, en quelque sorte, que j'ai aujourd'hui. Que devient l'analyse dans cette situation-là? Vrai débat. Donc vous voyez, on est sur un mécanisme qui est une autre façon de regarder la diversité culturelle, bien entendu. Hein, c'est plus précarité-sécurité, c'est oral-écrit. Vous avez simplement remarqué, pour ceux qui étaient là il y a un an, que mon premier outil était horizontal et le deuxième est vertical, ce qui nous donne la possibilité, pour les fanatiques, de les mettre en matrice, bien entendu, ce que j'ai un grand plaisir de faire, de façon à avoir des systèmes beaucoup plus nuancés que ce que chaque outil pris individuellement nous permet d'avoir. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Question. Question. Où est-ce qu'il est? Au niveau de l'écran, il y a l'image, il y a l'écoute, et de plus en plus maintenant, il y a ce qui est écrit en dessous. Donc ça complexifie encore plus le phénomène. Et alors, je dirais qu'à partir de ce moment-là, comment fonctionne-t-on réellement avec nos ménages, notre cerveau? Et j'ai l'impression qu'on est perdu. Ça, à mon avis, tout ça est beaucoup trop récent pour qu'on puisse tirer des enseignements sûrs. C'est-à-dire tout ce qui est nouvelles technologies, y compris les informations télévisées en continu avec les 3 niveaux de lecture auxquels vous faites allusion, ça, en gros 10 ans, c'est beaucoup trop récent. Nous autres anthropologues, en gros, les unités de temps, c'est une génération. Bon, au bout de 2 générations et 3 générations, là, on peut tirer des enseignements.
Sinon, on est extrêmement prudent. Parce que la plasticité du cerveau est assez extraordinaire. Il ne faut pas qu'on se trouve dans les situations que nos ancêtres ont bien connues, où la moindre innovation était considérée comme un drame absolu. Hein, que ce soit la bagnole, que ce soit l'électricité, tout ça, à chaque fois que ça arrivait, on estimait que c'était quelque part une fin du monde. Donc je ne crois pas que ce soit une fin du monde. On a plein de raisons de s'inquiéter, mais pas forcément celle-là. Mais très honnêtement, on ne sait pas. Par exemple, on n'arrive pas encore à savoir ce qu'est véritablement la communication sur Internet. Est-ce que c'est de l'image ou est-ce que c'est de l'écrit? Quand on reçoit des messages qui arrivent par Internet, la plupart du temps, ils ne sont pas structurés. Les gens nous disant en substance, tu feras le tri toi-même. Je te donne mes idées en vrac et tu feras le tri. Ça, pour moi, c'est un symptôme de perte de la capacité analytique. Où les gens livrent en vrac, et c'est à nous, on est censé remettre de l'ordre là-dedans. Avant, on écrivait une lettre et on faisait le tri avant. Maintenant, c'est celui qui reçoit qui est censé faire le tri. S'il a les outils, il peut arriver à le faire. S'il n'a pas les outils, l'information est perdue. Donc pour le moment, c'est beaucoup trop récent. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer, tout ça. Moi, et alors, ce que vous me dites là me rappelle une conférence de Michel Serres à propos de Petites Poussettes, oui. Où effectivement, il a fait le même constat sans aller au-delà, c'est-à-dire ce que ça va donner dans quelques années, dans 10 ans, dans 100 ans. Il faut voir que c'est tout fait une accélération telle que les sciences humaines sont dans l'incapacité de tirer des enseignements en 5 ans ou en 10 ans. Pour le moment, ceux qui font des sciences humaines disent « trop rapide pour nous, on ne peut pas savoir hein. ». On a des motifs d'inquiétude, comme on a des motifs de grand plaisir, parce que l'accès à une grande quantité d'informations en soi n'est pas forcément mauvaise, mais à condition d'avoir un outil pour la trier. Oui. Non, mais assez d'accord avec ce que tu dis, mais bon, effectivement, il y a eu des étapes. L'écriture sur l'argile, effectivement, c'était quand même pas très confortable et ça permettait pas probablement de mettre beaucoup d'informations. Donc, pour transmettre, pour aller chercher l'information, ça demandait quand même de gros efforts. L'étape suivante, ça a été l'imprimerie, où effectivement, là, on a pu diffuser de façon très large les informations, mais encore, c'était quand même assez laborieux. Il faut aller en bibliothèque pour chercher l'information, trouver le bon bouquin, qui n'est pas nécessairement dans la bibliothèque où on est, etc. quoi. Et effectivement, aujourd'hui, avec le numérique, l'information est disponible partout. Ouais. Et qu'effectivement, lorsqu'on fait un cours en amphi, aujourd'hui, le cours, on ne peut plus le faire. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont le smartphone à côté ou l'ordinateur portable à côté. Ils de toute façon, ils vérifient. Ils donnent l'info avant que nous, on la donne au tableau. Ouais. Et ils l'ont sous les yeux. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on tend aujourd'hui plutôt vers quelque chose qu'on appelle la pédagogie inversée, où on leur dit, ben voilà, vous allez chercher l'information, c'est à peu près par là. Et puis on leur demande de la structurer. Et c'est là où on fait après uniquement le travail d'analyse. Quoi. Oui, mais la et donc structuration, l'objectif, c'est de faire le travail d'analyse, parce que l'information est disponible aujourd'hui partout, ouais. Et elle est disponible en temps réel. Ouais. Il ne faut pas aller la chercher dans la bibliothèque ou sur la plaque d'argile. Quoi. Elle est disponible immédiatement. Quoi. Là, tu sors le smartphone. Là, voilà, quand je fais des cours dans les business schools, j'ai des étudiants qui vérifient ce que je raconte. Voilà, sauf que derrière, effectivement, on ne sait pas encore bien faire comment il faut apprendre à apprendre et à analyser. Quoi. Parce que finalement, cumuler de l'information dans sa tête, ça sert de moins en moins. Bien sûr. Alors, tiens, vous pouvez pas... Merci. Je voulais revenir un peu à la question de départ. Et du coup, je me posais la question sur... je me dis que nier le multiculturalisme, et c'est ce qui est un peu... c'est ce qui a été utilisé pendant des années, est-ce que ce n'est pas des populations immigrées, bien évidemment? Est-ce que ce n'est pas, en fait, empêcher la République d'attirer justement ces populations vers les valeurs? Tu disais tout à l'heure qu'il fallait comprendre pour pouvoir aller chercher et ensuite les emmener vers des valeurs. Mais pour comprendre, il faut absolument ne pas nier que les gens qui arrivent, les immigrés, arrivent avec une culture. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on est à une période où on essaie, et on l'a vécu aussi, de nier qu'il y a des populations qui sont multiculturelles. Oui, mais alors, l'obscurantisme a un certain avenir à l'heure actuelle, c'est certain. On a un retour de l'obscurantisme que moi je définis de la façon très très simple. Vous m'avez probablement déjà entendu dire une fois ou l'autre
que la marche des hommes consistait à être capable de s'identifier à un espace social de taille croissante. Ce que j'ai appelé, moi, la quête d'humanité, c'est ça. Petit à petit, on est capable de s'identifier à un espace social de taille croissante, et c'est vrai quand vous prenez l'histoire. Mais chaque étape, quand on change d'échelle, provoque toujours une réaction de repli sur soi. Je cesse d'aller vers l'autre, je me replie vers les miens. Bon. Donc on a toujours ça. Ce mécanisme-là, il est absolument dans le Nouvel Observateur d'aujourd'hui. Il y a un très très bon article qui décrit tout ça, comme étant une espèce de mécanique à la fois infernale et humaine, parce que ceux qui ont peur, toujours, devant l'hypothèse d'élargir encore, dire non, on restreint. Bon. Et ce mécanisme-là, il est à peu près constant dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'y rajoute une idée que j'ai évoquée déjà précédemment, je pense, c'est la définition de la culture. J'ai dit la culture, c'est l'ensemble des solutions qu'un groupe d'hommes a imaginées pour relever les défis de son histoire. Et je suggère à tout le monde de considérer que chaque culture est un ensemble de solutions, pas un ensemble de problèmes. Mais la solution à quoi? C'est ça qui fait peur aux hommes, c'est qu'ils ne savent pas de quelle solution l'autre est porteur. Parce que chaque culture, c'était ça. On a été confronté dans notre histoire et dans notre contexte à un certain nombre de problèmes. On a trouvé des solutions pour les régler, quels qu'ils soient. Mais les systèmes de mariage, les systèmes de transmission de savoir, l'art est également une façon de solutionner un problème. Et lorsque on a compris que la culture, c'était un ensemble de solutions, la culture de l'autre, c'est l'ensemble des solutions qu'il a imaginées pour relever des défis que je n'ai pas encore connus. Et donc, quand d'autres arrivent, et d'autres sont toujours arrivés chez nous, d'ailleurs, le chez nous, je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire, ici, eh bien évidemment, ils ont toujours été porteurs de solutions. Alors, les solutions, il a fallu comprendre, solutions à quoi? Mais on a trouvé petit à petit. Vous savez que le plat français le plus réputé de la part des Français, maintenant, c'est le méchoui. C'est le couscous. Les gens considèrent que c'est le plat typiquement français. Ce qui est un grand succès. C'est absolument un très grand succès. Hein. En 1960, personne n'en avait entendu parler. Maintenant, tout le monde mange du couscous, je trouve que c'est très bien. Donc en réalité, le progrès se fait. Mais il est toujours, évidemment, sous la pression de ce repli sur soi qui, sans arrêt, nous menace. Aujourd'hui, les partisans du repli sur soi sont évidemment nombreux, et ce sont ceux qui disent on cesse d'utiliser les savoirs des autres. Ce qui veut dire en réalité qu'ils ignorent que l'autre a des savoirs, bien évidemment. Donc là, la mécanique, elle est permanente, elle est constante. On est dans un moment de très grande peur parce que l'obscurantisme fait des progrès, et ça peut se rattacher à ce qu'on vient de voir ce soir. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'information soit disponible et que donc on n'ait pas besoin de l'avoir en tête, ne contribue pas à la peur de l'autre? Vrai sujet. Avant, on était obligé de mettre ce savoir en tête et on allait vers l'autre avec ce qu'on avait appris sur lui. Maintenant, on n'apprend rien sur lui. On sait que si on veut apprendre quelque chose sur lui, on peut aller chercher sur Internet, mais on n'y va pas. Donc l'autre reste un inconnu, donc on a peur de lui. Donc là, il y a quelque chose, et je ne l'affirme pas de façon péremptoire. Je me demande si cette externalisation du savoir à outrance par le biais d'Internet n'a pas comme effet d'augmenter la peur de l'autre, parce qu'on ne prend plus la peine d'aller véritablement chercher l'information. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, qui est en train de se jouer. Vincent? Oui. À travers la perte d'analyse, est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle on nous présente ou veut nous présenter les conséquences comme étant bien souvent la cause? Ah oui, oui, oui. Non, ça, alors là, tu fais un lien très, très fort, bien sûr, avec ce qu'on a dit dans une précédente conférence où la perte de repères et la perte de la distinction entre cause et conséquence, aujourd'hui, est absolument dramatique. Elle est généralisée. L'ensemble de la classe politique nous explique toujours qu'il faut en tirer des conséquences. Ça ne veut absolument rien dire, et on voit bien que les raisonnements se font à partir des conséquences et plus du tout à partir des causes. C'est bien pour ça qu'on ne sort pas de l'ornière. Parce que notre classe politique ne fait que gérer des conséquences. En priant tous les matins le veau d'or qui s'appelle la croissance pour qu'elle revienne. Et puis voilà, enfin, on est dans le degré zéro de la réflexion. Enfin, mais là, tu as tout à fait raison. La perte de la capacité analytique a comme effet de confondre la cause et la conséquence. Avec des choses qui sont en termes d'explosion du sens absolument terrible. Il y a quelques semaines, j'entendais un vendeur de Rafale nous expliquer
peu importe, nous expliquer que le dernier modèle qui venait de vendre à tel pays permettait de traiter 20 cibles à la fois plutôt que 6 grâce à une interface plus conviviale. Je trouvais ça extraordinaire. Utiliser le terme convivial pour dire qu'on peut tuer plus de gens à la fois. C'est-à-dire que là, dans le désordre de la pensée, on est à des niveaux absolument stratosphériques, quoi. Et le type vous dit ça tranquillement à la radio, le journaliste ne le reprend même pas, alors qu'évidemment, il y a moyen de mettre le type en boîte instantanément. On est comment ça plus convivial de tuer 20 types à la fois au lieu de 6? Vous trouvez ça plus convivial, vous? Et donc, on a une perte de sens constante maintenant. Et presque tous les journaux télévisés, on entend des conneries pareilles. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a le micro? C'est toi? Pardon. J'ai une petite question. Est-ce que tu connais un exemple d'une société qui récemment est passée de tradition orale à tradition écrite? Alors, on ne peut pas dire récemment parce que tout se fait en permanence et sur le très long terme. Tu fais bien de me poser cette question. Donc, la tendance générale consiste à basculer vers le monde de l'écriture. Ça, c'est clair que c'est une tendance générale quand on prend les choses sur le long terme, c'est-à-dire le XXe siècle. Quand on pose les choses sur le beaucoup plus court terme, c'est moins évident que ça, puisque la proportion de gens qui refusent l'écriture, à petite échelle, est probablement en augmentation. Il y a des phénomènes comme ça qui sont un peu paradoxaux. Et du coup, ça crée un trou. Et dans ce trou-là, entre l'écriture et ceux qui sont dans l'oralité, ce trou-là est utilisé par les artistes. Et les artistes, c'est souvent ça. Ils repèrent un trou, et ils vont s'y mettre pour essayer de retenir les deux bouts. Alors, entre l'oral et l'écrit, il y a évidemment un texte absolument merveilleux que je vais, si j'y arrive, vous faire écouter. Hop, hop. S'il veut bien. Écoutez ça. Écoutez bien le texte. Il est absolument remarquable. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation.